c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Echo Horizon, l'un des rares smartphones 18/9e à moins de 200 euros. Donc, ce qui fait que ça fait l'un des rares du marché à ce prix-là, avec le Echo Horizon Lite qui est lui à 130 euros, donc du 18/9e à 170 et 130 euros, c'est les seuls en dessous de 200 euros. Après, on a les Giga 7, je ne sais plus quelle est la référence exacte, et l'Honor 7X qui, eux, sont à 250 euros, voire un peu plus. Donc, ce qui fait que c'est des écrans qui sont assez abordables. On a aussi les Wiko qui sont, eux, moins performants déjà dans un premier temps. Donc ça va être le gros avantage pour Echo, qui est une marque française. Alors, beaucoup croient que c'est une marque chinoise, c'est ce que j'ai vu sur le Test Express. Donc Test Express d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps pour sortir le test long, mais sur le Test Express, tout le monde croit que le Echo est chinois. Alors, Echo, c'est une marque française, vraiment française, qui conçoit son smartphone en France. Après, bien sûr, l'arôme est sous-traité en Chine et la conception, enfin, la fabrication se fait elle aussi en Chine comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Mais la conception de ce smartphone dans l'idée, etc., est bien française. C'est-à-dire que d'ailleurs, même à l'event, on avait vu justement les prototypes et on a pu avoir des questions. Alors pourquoi ceci, pourquoi cela? Et par exemple, pourquoi le micro USB est un micro USB type B et pas type C? Et justement, c'était apparemment pour un problème de design. Donc ça, c'est quand même assez bien, c'est assez rare d'ailleurs, et il faut le mettre en avant. Donc ce qui fait que ça concurrence surtout Wiko et Honor, mais qui est quand même plus cher, dans cette gamme de prix, qui a l'avantage aussi d'être plus puissant. Et ça, je vous invite à regarder la description pour voir les caractéristiques qui sont assez intéressantes. Pour 170 euros, on va voir tout de suite ce que ça donne. Au niveau du design, donc comme je viens de le dire, c'est du 18/9e. Donc on a droit à un flash, une lettre de notification, capteur de proximité et luminosité. On a droit à un double capteur aussi, ce qui est plutôt pas mal pour le prix. Double capteur qu'on peut voir donc du côté gauche. On a le logo de Echo, le haut de Echo Horizon. Après, sur le côté, nous avons droit, hop, ici. Alors avec le noir, c'est quand même compliqué. Donc on a droit à un bouton power et un bouton de volume. J'ai du mal à le montrer. Donc bouton volume et bouton power ici. Au-dessus, nous avons le tiroir SIM. Sur le côté, cette tranche-là, on n'a rien du tout. Au dos. En bas, nous avons droit au port micro USB type B avec son parleur. Et là, il y a le micro et la jack. Au dos qui malheureusement, on va y revenir très très vite parce que c'est l'un des plus gros défauts de ce design. Donc on a droit à un dos qui fait un peu penser au nord, donc c'est-à-dire vraiment ce côté où on a les reflets qu'on peut voir un peu ici, où ça bouge un petit peu, c'est assez sympathique. On a droit donc au double flash là-haut, double capteur, capteur d'empreinte, écho, et bien sûr tous les trucs en bas, et dessiné au 107, c'est bien même précisé, c'est dessiné au 107. Donc c'est vraiment dessiné en France, c'est vraiment fait en France, hein. C'est vraiment une marque française, parce que vraiment, voilà, c'est assez rare pour être appuyé. Donc un smartphone français, certes, mais il y a quand même des défauts. On est sur un smartphone à 170 euros avec des écrans 18/9e qui coûtent cher, et ça se voit au niveau des prix quand on voit ces écrans-là. Donc ce qui fait que, déjà, alors au dos, il y a une première chose qui ne va pas, que j'ai mentionné et que ça m'a choqué, et, les personnes l'ont vu, étaient assez étonnées d'ailleurs. Le dos, alors au-delà du fait de prendre parce que c'est du plastique, au-delà du fait de prendre donc les traces de doigts, il aura tendance à prendre la poussière. Donc là, j'ai fait un petit peu le ménage, mais vous voyez, si je fais juste un petit coup de raclette, on va dire entre guillemets, sur cette truc-là, il prend toute la poussière. Et c'est vraiment le gros problème, c'est-à-dire que même quand vous voulez le nettoyer sur votre pull, il suffit qu'il y ait 2-3 poussières dessus, il va les attraper. Comme je l'ai dit dans ma prise en main, c'est comme un Swiffer, et c'est le gros problème, c'est-à-dire que il sera jamais propre. Si vous le posez sur quelque chose d'un peu sale, etc., clairement, il va prendre toutes les poussières. Et en plus de ça, ils auront tendance à s'accrocher. Ça, c'est vraiment le gros problème que j'ai avec ce dos. C'est que le traitement semble pas approprié. Alors, est-ce que c'est les premières séries? Je sais pas, mais en tout cas, ça a été pris en compte. On m'a bien relevé ce défaut-là de mon côté, et ils vont faire attention par rapport à ça. Attention aussi, apparemment, c'est assez fragile au niveau des rayures, etc. Il aura tendance à se rayer assez facilement. Donc attention aussi à ça. C'est du plastique glossy, donc ça se voit beaucoup. C'est aussi ça le truc. Après sur les tranches, alors la tranche donc est en plastique, hein, c'est pas du métal, c'est du plastique. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, et ça se voit, c'est que on n'est pas bien dans la continuité, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je vais essayer de zoomer et d'avoir quelque chose de net, mais ça va être compliqué, j'ai l'impression. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ici, vous avez, en fait, donc,
ce côté courbé, mais après derrière en fait vous avez la tranche qui elle repart un petit peu, va casser cette courbure pour ressortir encore plus. Ce que je trouve assez dommage puisque ça va se sentir en fait dans la prise en main. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui aurait pu être bien en termes de prise en main, d'avoir quelque chose de bien dans la continuité, d'avoir quelque chose de vraiment arrondi, et ben on a quelque chose qui est cassé, ce qui fait qu'on a vraiment en fait juste la tranche plastique dans la main et on sent cette cassure qu'il y a sur cette tranche. Donc je trouve ça un petit peu dommage, c'était presque ça, mais malheureusement on n'a pas cette continuité, donc c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, la prise en main reste assez correcte, comme j'ai dit, on sent quand même cette cassure sur le dos. Ça aurait été vraiment bien si ça avait continué parce qu'on aurait vraiment une meilleure prise en main. Au-delà de ça, on a du 2,5D aussi. Le design, je trouve, reste assez joli. Ce qui est bien, bon, on a sur quelque chose qui n'est sans être très original, on sent que c'est quand même quelque chose de personnel. J'ai vu aucun, en tout cas, j'ai pas vu d'acteur chinois avoir à peu près, enfin, c'est à peu près le même design, mais ça ressemble plus au A8 qu'à celui-là. Voilà, ça reste quand même quelque chose, on sent que c'est leur design. Après, c'est un design qui est plutôt bien. Par contre, il est un peu lourd. J'ai vu, il fait à peu près 200 grammes. C'est un peu le truc. Donc, ils ont essayé de l'alléger au maximum. Mais voilà, il y a forcément dans cette gamme de prix, surtout en France, c'est compliqué d'avoir quelque chose de vraiment léger. Là, bon, c'est peut-être un petit peu lourd, même par rapport à la concurrence. Mais au moins, pour ceux qui aiment bien avoir un smartphone dans les mains, bah là, vous le sentez bien. Clairement, ça va être la chose. On peut voir aussi, il est un petit peu épais. Aussi, bon, c'est pas très grave en soi. Moi, ça me dérange. Je préfère que ce soit épais, comme ça, on l'a bien en main, personnellement. J'y pense tant que j'y pense pour le lecteur d'empreintes. Alors, le lecteur d'empreintes, je le trouve pas très réactif. C'est-à-dire que voilà, je sais pas si ça s'est bien vu. On va mettre hop. On va mettre à fond au niveau de la luminosité. Mais ce qui se passe... Alors là, en plus de ça, j'ai rêvé. Vous voyez, il y a un grand temps de latence. Et ce que je trouve dommage, par exemple, sur le Meizu Alpha, ou je sais plus quel téléphone, quand on rate l'empreinte, ou quand l'empreinte est bien détectée, même sur le Oukitel U7 Plus, en fait, il y avait ça, on avait une vibration pour dire, oui, ok, j'ai reconnu ton empreinte, non, j'ai pas reconnu ton empreinte. Donc, soit une vibration, soit une double vibration. Là, on n'a rien, en fait. On ne sait pas si c'est détecté ou non. Donc, ce qui fait que si on se rate, ben, on le sait pas. Là, j'ai le doigt posé sur l'empreinte, mais je ne sais pas que l'empreinte n'a pas été reconnue. Donc je suis obligé de recommencer. C'est vraiment... j'ai pas envie de dire frustrant, mais c'est chiant parce qu'on sait jamais réellement si l'empreinte a bien été reconnue ou pas. Et comme il est lent à répondre, bah après on va être là à attendre, et en fait non, elle n'est pas détectée, donc il faut le refaire. Donc sinon après, c'est de le réveiller pour refaire. Là, quand on le réveille, là je l'ai réveillé le temps que je le réveille, voilà. Là, il est reconnu tout de suite. Une fois réveillé, il la reconnaît tout de suite. Bah là non. Là si. Donc c'est pas parfait. Il y a deux choses en fait. Il y a déjà ça, le fait aussi que en fait le capteur d'empreinte est trop petit. C'est-à-dire que mon doigt c'est ça. Et l'empreinte est vraiment petite en fait. Ce qui fait que en plus de ça c'est pas arrondi. C'est un petit peu c'est un petit peu tranchant, et ben c'est pas super agréable, ce qui fait que c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu peut-être une empreinte plus grande parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de tout petit. Donc ça c'est quelque chose qui pour les prochains ce sera amélioré, mais voilà, ça manque de réactivité ou du moins d'une chose pour dire on a reconnu ton empreinte, quitte à ce que ce soit lent. Mais quand on compare au Huawei P8 Lite 2017 qui est pas si loin que ça en termes de prix, bah il y a une grosse différence, il y a une très très grosse différence. Là c'est vraiment trop lent, c'est un peu dommage. Sinon, après, dans l'ensemble, voilà, ça reste assez propre, à voir surtout comment ça dure dans le temps par rapport à ces trucs-là, et voir les révisions qu'ils vont faire par rapport donc à ce dos qui a quelques petits soucis. J'espère que ce sera traité par rapport à ça. Au niveau de la surcouche, donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, puisqu'on va être sur du Android 7.0, donc pas de soucis de ce point de vue-là, avec une version légèrement retouchée, donc made in Mediatek, j'ai envie de dire. Donc ça va être les gestes qui ont été ajoutés. Et ça va être le programme de mise en marche et arrêt du téléphone pour ceux qui veulent l'éteindre la nuit, de façon automatique. Après, vous avez quelques applications particulières toujours liées à Mediatek, donc qui est bien parce qu'en fait, justement, ils donnent une ROM déjà à l'intérieur du téléphone, et donc ce qui fait que ils ont juste à l'optimiser pour le téléphone, mais sinon la plupart des choses sont déjà prévues par Mediatek. Pour la partie photo, on y reviendra, donc c'est l'appareil photo Mediatek. Ce qui est dommage, c'est que par rapport au Meizu Alpha, la version de l'appareil photo, enfin de l'application, n'est pas à jour. Et ça, je trouve ça assez dommage, à voir avec des prochaines mises à jour, ça arrive, mais ça m'a assez étonné parce qu'on avait ce recul alors qu'on est sur 7.0. On a droit à la radio FM aussi,
On a droit, hop, à... Qu'est-ce qu'il y a de chose de particulier? Magnétophone, ok. Ça va être surtout... j'ai pu... gestionnaire de fichiers qui est assez basique, qu'il faudrait que Mediatek aussi mette à jour pour le coup, mais qui permettra de gérer donc toute la partie fichiers. Sinon après on est sur voilà, tout ce qui est Google classique, on n'a pas de choses particulières, donc ce qui est bien c'est que la surcouche pour le coup est assez simple, hein. On a très peu de retouches en fait de la part de Echo, juste une bonne optimisation, j'ai pas eu de soucis, on est sur 3 Go de RAM et ça tourne très bien, on a juste en fait le bouton en bas qui ont été retouchés avec Home, Retour et Multitâche. Donc pas de souci de ce point de vue-là. On a une bonne intégration et j'ai pas eu de soucis par rapport donc à l'utilisation de l'appareil. Ça tourne très bien. Donc vraiment là-dessus, pas de problème, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand-chose. C'est fluide, c'est bien optimisé. Je m'attendais à quand même plus de problèmes là-dessus et non. Et donc, ce qui fait que j'ai pas grand chose à dire. Ça tourne bien, c'est du Android Mediatek très basique. Ce qu'il y a, c'est qu'il manque quand même surtout une certaine chose, j'en reparlerai sur l'écran. Nous n'avons pas l'application Miravision pour gérer l'écran, et ça, c'est un petit peu dommage. Après, on a tout ce que fait Google, mais les petites choses de Mediatek qui peuvent être sympas, ils y sont pas tous. Ce qui est le plus étonnant, c'est surtout qu'elles soient présentes sur le Echo Horizon Lite, notamment Miravision en tout cas, qui est présente, mais qui n'est pas présente sur la version la plus haut de gamme. Donc, je ne comprends pas trop, mais ça, on y reviendra juste après pour l'écran, pour expliquer quel est l'intérêt de Miravision. Donc au niveau de l'écran, on est sur un écran donc là en 5.7 pouces en 1440 x 720p, donc du 18 neuvième, donc ce qu'on dit c'est du HD+. Un écran qui est pas mal, mais qui a ses défauts, notamment alors l'absence de Miravision, je vais y revenir juste après, mais sur les couleurs qui sont vraiment assez flashy. On peut le voir notamment pour YouTube, qui ici en fait semble vraiment, normalement il est beaucoup plus teinte que ça, c'est un rouge beaucoup moins vif, et qui a quasiment la même teinte que le YouTube Studio qui lui est assez vif. Après c'est surtout sur ces couleurs là, mais ça reste un petit peu un poil trop... comparé à d'autres écrans, ça reste un poil trop saturé. Ça, c'est vraiment le problème. Ça se voit sur certaines choses, mais pas forcément sur tous, mais ça se voit. Et ça, c'est vraiment le côté dommage. Et c'est là où l'intérêt de Miravision aurait été intéressant. Parce que, comme il y a certaines couleurs qui sont vraiment trop vives, ce qui est bien avec Miravision, c'est qu'on peut justement gérer tout ce qui est donc la gestion des couleurs, la gestion de la saturation, la gestion de la netteté, etc., qu'on a sur le Lite, mais qu'on n'a pas sur celui-là. Alors, sur la dernière version logicielle, normalement, justement, c'est censé régler ça, mais pour moi c'est pas encore le cas, ça reste encore trop saturé à mon goût. Ça se voit par exemple par rapport au Chrome, où là on voit vraiment que le rouge qui est le plus vif en fait déborde presque sur le reste en fait, est largement plus vif que le vert et le jaune. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors on va voir une prochaine version logicielle si ça s'améliore, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu le plus gros souci que j'ai. Au niveau du contraste c'est plutôt pas mal, on a quelque chose d'assez correct de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, pareil, je vais en faire vite le tour. On a donc des angles de vision qui sont plutôt bons. L'écran est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que la dernière chose qui me vient à l'esprit, justement, qui est assez dommage, c'est pour ceux qui ont tendance à regarder son smartphone donc dans le noir, on va dire, ou quand il fait assez sombre, le gros problème, alors autant en luminosité maximum, il est plutôt pas mal, il se débrouille assez bien, sans être exceptionnel, mais il est dans la bonne moyenne, autant minimum, en fait, il est beaucoup trop lumineux. D'habitude, dans tous mes tests, on le voit plus, en fait, l'écran. Même avec mon autre lampe qui est beaucoup moins performante, on le voit plus, alors que là, on les voit carrément. D'après le numérique, c'est à 12 cm, enfin, 12 cm² par, je sais pas quoi, enfin, normalement, c'est à 5, voire 1. Eux, c'est à 12. Et ce qui fait que c'est beaucoup trop. Et ce qui fait que le soir, c'est très désagréable. Et comme en plus, avec Miravision, on avait la possibilité, avec les dernières versions, d'avoir une gestion de la lumière bleue, donc pouvoir justement baisser le côté lumière bleue. Là, il n'y est pas présent, donc ce qui fait que ça tue les yeux le soir. Et ça, c'est le côté un peu dommage. Donc à voir si avec une mise à jour logicielle aussi, ils peuvent baisser un peu plus la luminosité de l'écran, parce qu'elle est vraiment trop forte, et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Elle est vraiment trop forte pour le soir, mais carrément trop. Il est beaucoup trop lumineux pour le soir. Aussi, dernière chose, par rapport au côté tactile cette fois-ci, le tactile aura tendance, en tout cas de mon côté, ça a été apparemment le seul retour, donc à voir si c'est juste moi ou si c'est un peu plus généralisé, c'est au niveau du tactile que, notamment pour écrire, je ne le trouve un petit peu pas assez précis. Si je dis...
Bonjour, là ça va. Mais sur certaines phrases, sur certaines choses, en fait, certains tweets que j'avais fait via ce téléphone, j'ai dû carrément reprendre quasiment la phrase entière, quasiment chaque mot, parce que chaque mot était mauvais. Alors après, je sais pas si ça va se voir là en tout cas il réagit bien. Est-ce que ça a été un moment où il s'est un peu mal comporté? J'en sais rien, parce que ça m'a fait ça pendant plusieurs fois. Mais sur certaines phrases, bah, il avait tendance à... Enfin, le côté un peu swipe, en fait, avait tendance à sauter. Ou alors il n'était pas assez précis par rapport à ce que j'avais d'habitude. Donc ça, par rapport à ce que j'ai d'habitude, je le trouve moins bien. Je le trouve pas très très précis. Ou en tout cas, le tactile n'était pas assez bien. Est-ce que c'était au moment là comme ça? En tout cas, j'arrive pas à le reproduire. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai eu sur mon modèle. Est-ce que c'est le cas sur tous? Apparemment non, puisque je suis le seul à faire ce retour. Ou en tout cas, je suis le seul à l'avoir remarqué. Au niveau du son, là, on est sur quelque chose qui est pas très très bien. Là, on est sur quelque chose qui est même assez mauvais, vraiment d'entrée de gamme. On sent qu'au niveau du budget, là, on sent que au niveau du haut-parleur, c'est vraiment pas terrible du tout. Là, on est sur le minimum. On est vraiment sur ce côté très basique, parce que là, on sent qu'il y a pas de puissance. Ça manque vraiment de puissance au niveau du haut-parleur. Il n'y a pas de détail du tout. Ça va être vraiment le minimum. On n'a pas du tout de basse, on n'a pas de profondeur, on n'a rien. Donc c'est vraiment le côté très basique du haut-parleur. Donc ce sera bien pour les appels, et encore dans des endroits calmes, mais pas vraiment pour des vidéos vite fait. Mais sinon c'est pas un haut-parleur qui est fait pour écouter de la musique ou quoi que ce soit. Clairement pas. Au niveau de la puce son intégrée, donc là on est sur quelque chose qui reste un peu mieux quand même que la partie haut-parleur, mais ça reste très basique. Ça manque quand même pas mal de puissance. Et c'est très axé sur les basses. Un peu comme ce qu'on a de toute façon dans ce type de gamme-là, où en général, de toute façon, on est axé sur les basses, quel que soit le Snapdragon 430 ou le Kirin 650X ou le MT 6750, ça reste assez basseux. Ça manque un peu de puissance, donc on pourra pas aller très très haut. Ceux qui ont tendance à écouter la musique vraiment fort, ça pourra pas aller aussi fort que d'habitude. Aussi ceux qui, voilà, au niveau de la qualité du son, on sent que c'est un peu mou, on sent que ça manque un peu de détails, ça manque un peu de punch, mais ça reste correct, mais ça reste très très basique. Comme ce qu'on a d'habitude dans cette gamme de prix là, donc ce qui est tout à fait normal, ceux qui sont habitués, ça leur changera pas. Par contre, voilà, le son n'est pas extraordinaire, donc il faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable niveau son. Après, ça reste, voilà, autant au niveau de la jack, c'est ce qu'on a habituellement de toute façon dans cette gamme de prix, autant pour le parleur, ça reste vraiment très basique, peut-être un peu trop par rapport à d'autres. On va parler maintenant de l'appareil photo. Donc on a deux appareils photo, on a celui arrière, donc alors c'est de 13 mégapixels, donc c'est le IMX 258 avec un 0,3 mégapixels pour la partie bokeh, et à l'avant on a un 5 mégapixels avec un 0,3 mégapixels, pareil pour le bokeh, parce que ça c'est quelque chose qui est en vogue, le côté un peu bokeh, et ça arrive petit à petit dans l'entrée de gamme. Maintenant, de mon côté, j'ai pas été du tout, j'ai pas trouvé ça, comment dire, ça marche pas. C'est-à-dire que je pense que ça va être réglé facilement via une mise à jour logicielle. Je vais essayer de vous montrer une photo où ça se voit. Non, là, il s'est raté sur là-dessus. Je sais, voilà, on peut le voir ici. C'est-à-dire que en gros, donc normalement le bokeh, je vais le montrer après. Le bokeh est autour logiciellement, donc comme le Maze Alpha. C'est-à-dire qu'autour, on va pouvoir gérer l'intensité. Le problème, c'est que le système de détourage ne fonctionne pas du tout, en tout cas sur le mien, il ne fonctionne pas du tout. D'ailleurs, on le voit ici, c'est net, alors que ici, d'un coup, c'est flou. Donc on a vraiment cette différence, alors que pourtant c'est le même truc. Et c'est pas un problème de se dire, oh il s'est gouré d'objets, c'est vraiment en fait il ne fait pas le détourage du tout. Et ça c'est le gros problème. Au-delà de ça, il arrive quand même à faire des bonnes photos de jour, alors de nuit forcément ce sera pas terrible, mais de jour il fait des bonnes photos. Qu'est-ce que j'ai en photo? Après vous l'avez dans l'album de toute façon. Donc de jour c'est plutôt pas mal, peut-être un peu trop surexposé, mais on a pas mal de détails, où la gestion du lissage en tout cas est plutôt pas mal du tout. Et il arrive à récupérer pas mal de détails en général. Donc ça, c'est la bonne chose que je dois souligner. Là, on est sur le coucher de soleil. Donc on n'est pas sur la meilleure période pour mettre en avant ce téléphone, mais il se débrouille plutôt bien. On a un rendu au niveau des photos qui reste très correct.
il arrive globalement à faire des choses assez sympas en termes de photos, sans être non plus incroyable, mais pour cette gamme de prix, il se défend bien. Ça pourrait être mieux, c'est sûr. Il y a d'autres, le Huawei P8 reste la référence, mais je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se vautre beaucoup plus, à ce qu'il soit beaucoup plus basique, et on a quelque chose de plutôt pas mal. Par contre, sur la caméra avant, là, on peut le voir. Alors, on peut le voir ici. Alors, les couleurs sont pas extraordinaires. Au niveau des détails, ça reste vraiment basique, vraiment trop basique. On va avoir ce même problème au niveau du bokeh. C'est-à-dire que, pareil, il ne fait pas le détourage. Donc, on aura juste autour de soi un halo, mais derrière, ce sera quand même, si c'est juste à côté de nous, si c'est juste là, bah, ce sera quand même net, alors que bah, c'est le bokeh. Donc, c'est vraiment pas bien géré du tout, et c'est assez dommage. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là, parce que c'est mis dedans, mais ça ne fonctionne pas. En termes de photos que j'ai pu faire assez sympa, là on peut voir le rouge qui est assez pétant, vraiment pétant. Ce qui est assez étonnant, c'est que là il est très pétant et là il l'est plus. Donc je sais pas si c'est un bug au niveau logiciel, mais on peut voir qu'en tout cas la photo est assez jolie. On a pas mal de détails, on voit bien tous les détails. Il y a quelque chose qui est bizarre, hein. Il faut que je le remonte absolument, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Hop. Quelque chose qui est bizarre là où ça devient beaucoup plus sombre. Mais en tout cas, voilà, on a une bonne gestion. Et la dernière chose qui m'a assez étonné, donc l'application, justement, il faut que je vous la montre. Donc une application qui reste assez basique. On a toujours la même application médiathèque avec quelques ajouts. Donc on va voir le côté panorama, le côté bokeh, où justement on va faire le point. Donc on peut voir en fait autour. Si vous regardez bien au middle, à gauche, il va devenir flou. Donc on peut choisir son intensité. Le problème, c'est qu'il ne fait pas le détourage. Après, on a le mode Face Booty et vous avez le mode normal. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut activer, et ça, je trouvais ça vraiment cool, le RAW. Le RAW, quand même, ce qui est bien, c'est qu'on peut retravailler dessus. On va avoir la photo en brut et retravailler dessus derrière. Donc pour ceux qui veulent retoucher, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, bah, vous avez ce système-là qui est assez sympa. On a même un mode ralenti qui reste assez basique. Donc forcément, hop, si je fais ça, donc ça reste assez basique forcément parce que déjà, si on regarde la résolution, ça va être du 640, ce qu'on retrouve beaucoup dans cette entrée de gamme. Là, ça l'a pas fait du tout. Bon. Là, il est censé faire le ralenti, donc je sais pas trop si ça a fonctionné. Non, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, on va voir au cas où en passant par la galerie. Mais ça fait un autre bug à remonter parce que je pensais que ça fonctionnerait. Mais non. D'ailleurs, la galerie qui est que seulement galerie Google Photos. Donc là, ça doit être. Je sais pas si ça fonctionne correctement, mais malheureusement, là, en tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Sinon, après, il peut capturer en 1080p pour la vidéo. Il a droit à un stabilisateur électronique. Bon, alors après, à cette gamme de prix, forcément, ce sera pas incroyable, mais ça fera un petit peu, ça permettra d'alléger un petit peu les tremblements. Donc c'est pas parfait en termes de photos. Il peut y avoir mieux, bien évidemment. Il faut surtout une mise à jour impérative, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, parce que c'était censé justement le régler et ça l'est toujours pas, en tout cas de mon côté. Voilà, ce côté justement bokeh, il faut absolument que ce soit réglé pour avoir ce petit plus qui peut être assez sympa, mais qui actuellement ne fonctionne pas. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve donc avec une batterie de 2940 mAh, avec donc son MT6750T qui consomme plutôt pas mal. Même si on est sur un écran HD, je ferai pas plus de 5 heures avec l'écran allumé. Même sur YouTube, on est sur du 4 heures, donc pour l'instant, il consomme un peu trop à mon goût. Pour le processeur que c'est, normalement, ça peut faire un peu mieux que ça, je pense. Je pense qu'il peut atteindre facilement plus les 5 heures, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc, c'est quelque chose qui est amélioré, qui j'espère s'améliorera bientôt, mais c'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est un petit peu d'optimisation au niveau de l'autonomie de l'appareil par rapport à ça. Parce que ça va être la grande chose. Il consomme un peu trop pour ce qu'il a à l'intérieur et surtout pour la batterie, il devrait pouvoir faire un petit peu mieux. Après, ça reste dans la moyenne, mais je pense qu'il peut faire un petit peu mieux. Au niveau des benchmarks, on commence avec Geekbench 4, et donc le MT6750T est un octo-cœur, 4 cœurs à 1 GHz, Cortex A64, A54, et 4 cœurs à 1 GHz 5, à toujours Cortex A53 en 28 nanomètres. On est sur un score de 610 et 2547 points, ce qui est pas mal du tout. On est aux alentours du Snapdragon 650 en termes de performance, ce qui est plutôt pas mal aussi. On est face au Snapdragon 430 ou au Kirin 650.
où on est sur un score qui est à peu près équivalent. Le 650 étant un peu plus performant, car gravé en 14 nanomètres, hein, mais aussi avec des fréquences plus hautes. Par contre, sur la partie graphique, il est moins bien, là où il est mieux, puisqu'il a un T860, on verra ça juste après. Toujours sur ce processeur, on est sur un processeur, donc la version T, donc c'est surtout la partie graphique qui a une plus grande fréquence, alors que sur la partie CPU, il n'y a pas de différence par rapport à la version normale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la même chose que le Helio P10. On est sur à peu près les mêmes performances, sauf qu'il y a 4 cœurs qui sont avec une fréquence plus basse. Donc c'est surtout ça la grande différence. Mais sinon, on est sur la même chose. Donc d'ailleurs, il est parfois repéré sur certains benchmarks comme la plateforme le MT6755 qui correspond au Helio P10. Donc c'est juste une version modifiée. Au niveau des performances côté graphique, donc on est sur un T860MP2, le même que le Helio P10 comme j'ai dit précédemment. Donc là on est sur du 720p en termes de graphique. Donc on peut voir ici que les performances sont extrêmement stables, hein, puisqu'on reste toujours à 618 avec juste un changement, même ça a l'air grand comme ça, c'est juste sur 3 frames différents, donc entre 619 et 615. Donc ça va être ça. On a perdu par contre 24%, c'est par contre ça le gros problème, c'est qu'il aura tendance à consommer. Donc on va justement comparer ici, hop. On va aller sur le graphique, on va comparer rapidement avec... Donc là, on a déjà le Redmi Note 3, on fait mieux puisque justement là, on est en 720p. On va aller chercher les Huawei. Forcément, là, on est sur les plus gros. Nova 2, hop. Donc en gros, on fait pareil qu'un Mate 10. Mais Mate 10, il est en 2K. Si on va chercher plus P8 Lite, voilà, P8 Lite, la différence, alors on est aussi, il faut dire, en 720p, mais en gros, on va faire 100%, on va être équivalent. Lui, il a un T830, donc ce qui fait que c'est plus sur les effets où il va y avoir une différence. Par contre, il n'est pas très autonome, puisqu'on a 195 minutes, ce qui correspond à un petit peu plus de 3 heures. C'est vraiment pas terrible de ce point de vue-là. En 720p, on va aller chercher hop, du côté de Wiley Fox pour avoir le Snapdragon et surtout le Swift 2, et ben malheureusement à Swift 2 Plus. Ce qui fait qu'en termes de performance, on sera à peu près équivalent. Donc là, 600. Pourtant, on a quelques pixels de plus à gérer puisque là, on est sur du HD+, avec le 18/9e. Et au niveau autonomie, par contre, le Swift 2 Plus fera mieux avec 15% de plus. Donc ça, c'est une petite optimisation, je pense, à gérer, où c'est la version turbo, justement, qui est peut-être problématique, qui a dû être utilisée justement pour cette version HD+. Donc en tout cas, des performances en jeu qui sont assez honnêtes, et on va voir juste après dans la partie jeu. On se retrouve sur Unkilled pour la partie graphique. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Normalement, ce qui est bien, c'est qu'on a un mail T860 hein, qui est assez performant. Forcément, on est moins bien qu'un T880, qu'on peut retrouver notamment sur le Helio P20. On peut voir en tout cas que c'est fluide et ça qui est assez agréable. Le tactile reste assez bon. On sent quand même que ça reste un peu plus basique. Je sens que c'est moins fluide que d'habitude. Notamment quand on va comme ça, on a quelque chose qui reste moins précis. Je sens que c'est moins fluide que d'habitude. On peut le voir vraiment. C'est pas... On sent qu'il y a cette petite différence par rapport à ce qu'il y a de plus haut de gamme. On sent qu'il y a moins de points pour comparer. Donc ça va être la chose. On a moins de points de connexion que par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et c'est ce que je ressentais justement dans la partie écran où je trouvais justement que le tactile était moins précis avec quelques petits sauts. Alors là, c'est peut-être plus la qualité du tactile. Mais en tout cas, on a quelque chose de moins précis et c'est montré ici. Donc en tout cas, pas de souci de ce point de vue-là. Hop, je suis monté trop haut. Pas de souci de ce point de vue-là. On peut voir que ça reste assez fluide. On est sur du 30 fps, mais ça reste plutôt bien. Hein. On peut voir que... Il n'y a pas de ralentissement particulier, c'est juste que c'est à 30 fps forcément. Donc, mais pas de... Voilà, pendant les tirs, on pouvait le voir sur certains jeux justement, certains smartphones, où il ralentissait, alors que là, ce qui est bien, c'est que ça ne ralentit pas, et on reste sur quelque chose d'assez fluide. Alors pourtant, on a justement, en plus là, on a pas mal de choses affichées à l'écran. On se retrouve sur Battle Bay, on va voir, là c'est un jeu qui nécessite un peu plus de performance. Donc là, on va voir un peu
s'il arrive à suivre pendant l'action. Donc en tout cas, il faut savoir qu'il chauffe un peu ici. Alors on a le plastique qui permet de limiter, mais on sent qu'il chauffe en tout cas. La gravure 28 nanomètres n'aide pas, hein. Forcément on est plus sur de l'entrée de gamme et pas sur les hauts de gamme qui sont gravés plus finement et donc qui ont tendance à mieux gérer la chaleur. Après, il chauffe, mais ça reste très limité, hein, comme on l'a vu. Dans les benchmarks, il les maîtrise très bien. Donc, on va voir quand même en jeu si justement il arrive à bien gérer les effets, ou en tout cas s'il arrive à bien... Voilà, tout simplement, est-ce que ça ne baisse, est-ce que ça va baisser pendant l'action? Si j'arrive à tenir autant de temps... En tout cas, ça reste fluide, même si je me fais éclater par contre. Est-ce que je suis le seul devant? J'ai failli prendre des torpilles. Bon bah ça va être rapide pour parler de ce jeu-là. On peut voir que bah voilà, c'est déjà fini. On peut voir en tout cas qu'il arrive à bien suivre, hein. Il n'y a pas de souci. Ah bah il y a un mec qui n'a pas démarré déjà, alors c'est pas beaucoup. Mais il suit bien en tout cas au niveau du jeu. Il reste assez fin, hein, parce qu'il n'est pas apparemment en maximum en termes de graphisme, mais ça reste assez fin. Ça reste tout à fait correct, donc pas de souci de ce point de vue-là. Alors que penser du Echo Horizon? Bah, c'est un smartphone qui reste assez sympa, il a des bonnes qualités, notamment au niveau de la puissance, le fait que ce soit un des 18 neuvième les moins chers du marché, et qui reste les plus abordables, c'est ça qui est assez sympa, parce qu'après, pour aller avoir du 18 neuvième il faut aller chercher plus aux alentours des 250 euros avec l'Honor 7X. On a les WeCoView, mais qui sont largement moins performants, et on a les Giga 7, donc on ne sait pas trop par contre ce qu'il vaut, mais vu celui que j'ai en test, et ben malheureusement, au niveau de la photo, c'est complètement en dessous de ce que celui-là présente alors qu'il est au même prix. On a, voilà, globalement c'est plutôt bien, il y a quand même des choses à améliorer, notamment le dos, on a l'appareil photo où la partie bokeh ne fonctionne pas, mais globalement les photos sont pas mal, elles restent très correctes, elles étaient même mieux que ce que j'aurais pensé, en fait je m'attendais à beaucoup moins bien, et j'étais assez étonné de voir ce qu'il présentait. Donc que ce soit à l'avant, alors par contre à l'avant il aurait été mieux d'avoir une caméra qui soit de meilleure qualité, plutôt qu'à d'avoir une caméra avec un bokeh qui pour le coup, pour l'instant de mon côté ne fonctionne pas, même si on a du flash. Le flash aussi a tendance un peu, et ça je ne l'ai pas dit par contre, le flash est un peu trop flash justement, et leur a tendance à beaucoup trop éclairer, donc c'est pas terrible non plus. Il aurait mieux fallu avoir juste une bonne caméra à l'avant, plutôt que de mettre ces petits ajouts qui ne sont pas vraiment des ajouts très intéressants. Le design en lui-même est plutôt pas mal, on peut le voir, hein, ça reste beau, ça fait tout plastique, forcément à ce prix-là. Par contre, voilà, c'est surtout cette tranche-là, le fait que ce soit un peu lourd, et cette tranche sur le côté qui est mal fait, et qui fait qu'en fait la tranche dépasse par rapport au côté arrondi qu'on a là. Et ce qui fait que ça casse tout l'intérêt de ce côté arrondi. Peut-être qu'il aurait fallu juste avoir cette tranche en plastique qui soit arrondie. Il y a des choses à revoir du point de vue de design, mais il y a des bonnes choses aussi. En termes de défauts, donc au-delà du dos, avec tout ce que j'ai dit dessus déjà, que vous avez bien compris, le lecteur d'empreintes aussi qui malheureusement manque de réactivité et manque d'un système pour dire valider ou non valider, qui nous permet de savoir si on va le déverrouiller ou non. Parce qu'avec sa latence qui est assez grande, hein, on a vu, ça met beaucoup de temps à se déverrouiller, on ne sait pas s'il est déverrouillé ou non. Donc on a juste à attendre 1 à 2 secondes, c'est à peu près ça, donc c'est long, pour savoir si on le déverrouille ou pas. Donc c'est ça qui est dommage. Autre chose aussi qui est assez étrange, alors c'est à la fois un défaut et un avantage. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir du micro USB type B, vous restez sur ce système. Donc ce qui fait que ce qui est dommage justement, c'est que vous n'avez pas de l'USB type C, qui est quand même plus appréciable. Par contre, si vous n'avez pas envie de changer de chargeur, justement, vous avez toujours ce système qui reste présent. Donc c'est avantage-défaut selon ce que vous cherchez. Et si vous cherchez de l'USB-C, c'est pas sur ce modèle-là. Ce qui est le plus étrange, c'est que malheureusement, en fait, en termes de design, ils n'ont pas pu le caser sur celui-là, alors qu'ils ont pu le caser sur le Echo Horizon Lite, qui est plus light justement en termes de caractéristiques. Et aussi, par rapport au Lite, le truc étrange, c'est qu'il y a plus de petites fonctions supplémentaires de Mediatek qui sont intégrées dans ce téléphone, enfin dans le Lite, que dans celui-là. Et ça, c'est aussi dommage, parce que normalement, c'est celui qui devrait avoir plus de petites choses de Mediatek que le Lite, qui est justement plus léger. Après, pour le son, on est sur quelque chose de très basique, qui manque un peu de puissance, surtout le haut-parleur. Alors là, le haut-parleur, c'est vraiment extrêmement, extrêmement basique. C'est vraiment l'entrée de gamme de chez l'entrée de gamme. Donc c'est peut-être, pour le son, c'est aussi un assez bon défaut. Donc ce qui fait que à la fois, on a des défauts qui sont de cette entrée de gamme, et on a mieux dans l'entrée de gamme, et à la fois, il a des bonnes choses. Donc,
c'est un smartphone, il faut savoir ce que vous voulez en fait. Surtout l'intérêt, ça va être surtout, est-ce que vous voulez du 18/9e? Parce que c'est surtout l'intérêt principal de ce téléphone par rapport à la concurrence, c'est d'avoir ce 18/9e. On aurait aussi le bokeh, mais malheureusement, comme il n'est pas maîtrisé pour l'instant, en tout cas sur mon modèle, malgré la mise à jour, à voir avec les prochaines mises à jour si ce sera réglé. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'autres pour régler ça. Parce qu'après, ce serait aussi un des rares téléphones à ce prix-là à avoir cet effet bokeh. Après, il faut voir l'ajout que ça a, parce que l'APL est plutôt pas mal, il se défend plutôt bien, mais ça reste dans la moyenne de ce qu'on a d'habitude. L'ajout du bokeh n'a pas de gros intérêt, donc à voir si ça a un intérêt ou non après mise à jour. Il faudra voir la maîtrise qu'il y a par rapport à ça. Donc voilà, c'est un smartphone qui n'est pas dénué de défauts. C'est une première pour Echo d'être arrivé à cette gamme de prix-là. Donc c'est encore à tâtonnement, c'est-à-dire à savoir ce qu'il doit faire ou non. Il faut rappeler aussi que c'est un produit qui a été designé en France, donc un produit qui en soi peut être dit français, même si pas mal de choses sont faites en Chine, notamment par exemple la ROM. Mais c'est un smartphone qui est français, alors forcément ça c'est limite en termes du budget aussi, puisque c'est forcément plus cher qu'un smartphone qui est fait directement en Chine, mais c'est un vrai smartphone, comme on l'a dit tout à l'heure, il est designé au 107, c'est marqué en bas, ce qui est aussi assez rare pour être mis en avant. Donc bon, après il faut voir si pour les 18/9e, vous pouvez voir que si vous regardez bien, par rapport à Wiko, c'est plus sympa que les Wiko View, c'est plus performant surtout, c'est surtout ça la grosse différence, c'est moins cher aussi. Par rapport au Honor Certix, ça va être sur certaines choses assez équivalent, notamment l'appareil photo, en tout cas sur la fiche technique. Les performances, on n'est pas si différent que ça. Par contre, il y a d'autres choses où ça va être moins bien. Forcément, ça va être les finitions, l'écran, ça va être la batterie, ça va être la qualité réseau, ce genre de choses. Donc après ça, à vous de voir de votre côté. Mais voilà, c'est pas un smartphone parfait, mais bon, dans le 18/9e, c'est l'un des moins chers et il y a quand même pas mal de petits bons points et des choses à régler qui, je pense, normalement peuvent être réglées via les mises à jour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker et on se retrouve pour un prochain test sur technoid.fr.